Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com. Un webinaire aujourd'hui sur le thème des difficultés scolaires, comment aider son enfant expatrié. Et un webinaire un petit peu spécial puisque c'est le premier que nous organisons cette année avec une lauréate des trophées des Français de l'étranger, les trophées des Français de l'étranger que lepetitjournal.com organise depuis 2013 et avec nos partenaires de la Banque Transatlantique, Vincent Julia, Marilyn Navarro, qui parraine le prix du public, et Eugénie Lédier, Eugénie Petit-Gros-Lédier, qui est la lauréate cette année du prix du public 2021. Ces trophées seront remis très prochainement au Quai d'Orsay et ils récompensent, je vous rappelle, ces Français qui rayonnent à l'étranger, qui innovent, qui créent des ponts entre les cultures et qui ont des parcours assez exceptionnels. C'est le cas d'Eugénie, c'est ce qu'on va découvrir tous ensemble aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à vous être connectés, je vous en remercie. On est à peu près 45 minutes, 1 heure ensemble, voire un petit peu plus. Le but, c'est évidemment que vous posiez vos questions. Donc, vous avez le petit onglet en bas à droite, poser une nouvelle question. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur cette thématique ou sur d'autres, bien entendu. On essaiera de répondre à tout. Faites-nous un petit coucou déjà pour nous dire où vous êtes. Est-ce que c'est le soir pour vous en Asie, le matin pour vous sur la côte est des États-Unis? Dites-nous un petit bonjour, qu'on voit également que ça marche bien, mais il n'y a pas de raison. Vous êtes déjà plus d'une trentaine connectés et j'espère que vous serez plus nombreux parce que vous avez été très nombreux à vous inscrire et on vous en remercie. Je vous rappelle que ce webinaire sera également disponible en replay sitôt la fin du webinaire, 4-5 minutes après la fin du webinaire. Vous recevrez un petit mail. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout le webinaire, vous pourrez le voir en replay. Vous pourrez également le faire connaître à vos amis, connaissances qui peuvent être intéressés par le sujet et qui ne pouvaient pas y assister en direct ou en live. Et puis, il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube MBD. Donc, vous pourrez évidemment vous rattraper ou, une fois de plus, le faire connaître à vos amis. Alors, Natacha qui est au Canada, Catherine qui est à Tokyo, Martial qui est à Francfort en Allemagne, Solène qui est aux Émirats Arabes Unis, il est 15h aux Émirats Arabes Unis, Anan au Liban, Cécile à Dakar. Bienvenue à tous, ravi de faire tous votre connaissance. Je vais vous passer la parole très rapidement, juste pour vous présenter quelques petits mots. Et puis après, on parlera un petit peu avec Vincent Julia pour commencer de la Banque Transatlantique et des engagements de la banque, et notamment évidemment dans ce cadre du prix du public. Eugénie, juste en 2-3 mots, si vous voulez dire qui vous êtes. Oui, bonjour. Déjà, merci aussi pour la présentation, puis pour l'organisation du webinaire. Merci à vous d'être présent. Donc, moi, je suis Eugénie Petit-Gros-Lédier, je suis orthopédagogue, puis directrice et fondatrice d'AIDEAR. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci Eugénie, on est ravis de vous avoir avec nous. Vincent Julia, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, merci Hervé, bonjour à tous, merci d'être présent. Donc, je suis Vincent Julia, je suis directeur général de la Banque Transatlantique et ravi de passer ce début de webinaire avec vous. Je serai obligé de vous quitter malheureusement dans un quart d'heure environ. Très bien, merci Vincent. Bonjour Marilyn. Bonjour, et donc Marilyn Navarro, Banque Transatlantique également, et donc en charge des relations, partenariats et du développement de la clientèle, et entre autres une partenaire depuis très longtemps du Petit Journal. Absolument, de très longue date, la Banque Transatlantique qui a toujours soutenu lepetitjournal.com et nous vous en remercions, et notamment pour ces trophées et ce prix du public qui à chaque fois nous permet de découvrir des Français d'exception comme Eugénie. Peut-être Vincent, vous voulez nous présenter la banque en quelques mots, la Banque Transatlantique, pour nos internautes qui sont là aujourd'hui et qui pourraient peut-être mal la connaître? Oui, merci. Donc, la Banque Transatlantique est une banque du groupe Crédit Mutuel qui, lui, je pense, est connu de tous et qui, donc, la banque au sein de ce groupe Crédit Mutuel s'occupe d'une clientèle de particuliers ayant schématiquement des problématiques qui sont un peu hors normes. Donc, on va trouver 3 types de clientèle particulière. La clientèle internationale, donc principalement de Français établis à l'étranger, pour lesquels faire de la banque ou gérer son patrimoine ne va pas de soi.
une clientèle de salariés bénéficiaires de plans d'actionnariat dans les entreprises. C'est aussi une dimension un peu particulière. Et puis une troisième type de clientèle qui est une clientèle plutôt fortunée pour laquelle nous faisons ce qu'on appelle de la gestion privée, donc gestion de portefeuille. Voilà, donc c'est une banque très ancienne qui fête ses 140 ans cette année et qui, depuis une centaine d'années notamment, entretient des relations privilégiées avec les communautés françaises de l'étranger, avec le réseau diplomatique et avec les expatriés au sens très large, c'est-à-dire vraiment tous les Français vivant à l'étranger. Bon, alors, le petit journal, on fête nos 20 ans cette année, donc on a encore du chemin, mais en tous les cas, on est ravis que vous nous accompagniez dans notre croissance et notre développement, Vincent, avec la Banque Transatlantique. Je voulais savoir justement, vous êtes sponsor des trophées des Français de l'étranger, vous parrainez ce prix du public. Pourquoi finalement vous avez pris cet engagement avec la Banque Transatlantique ? La Banque Transatlantique, donc ça fait vraiment partie depuis très longtemps de son ADN d'être au service des Français qui vivent à l'étranger. Donc ce sont des communautés que nous connaissons bien et que nous aimons. Et donc nous avons trouvé tout à fait naturel, évidemment, de les soutenir de diverses façons depuis de très nombreuses années. Et quand vous avez décidé de créer ces trophées, je pense que ça a fait écho complètement chez nous à une conviction profonde, c'est que ces Français vivant à l'étranger, d'une part, ne sont pas la caricature parfois qu'on en fait en France, et deuxièmement, qu'ils recèlent des talents merveilleux dans tous les domaines. Donc ça nous a vraiment paru être une très bonne opportunité de rendre un peu plus visibles ces personnalités que nous rencontrons, nous, tous les jours dans notre travail. Et alors le prix du public en particulier. Voilà, on a chaque année des lauréats vraiment qu'on a énormément de plaisir à découvrir, puisque c'est le public qui élit ces lauréats, ce n'est pas la Banque Transatlantique qui les choisit. Et ce qu'on constate, c'est que vraiment, chaque année, on a des lauréats de grande qualité qui mélangent très souvent un talent entrepreneurial, on va encore le voir cette année, mais aussi le souci des autres, hein, et un côté très altruiste et une volonté d'avoir un impact. Je pense que ça a été quand même très, très marqué ces dernières années dans les lauréats qui ont été choisis. Donc, c'est vraiment une grande satisfaction pour nous d'être associés à ces trophées. Ouais, tout à fait. Et cette année, donc, Génie travaille dans le domaine de l'éducation et des élèves en difficulté, donc vraiment dans l'accompagnement. Et je pense que c'est certainement des valeurs dans lesquelles vous rejoignez complètement, en fait. Oui, d'autant plus que parmi les très nombreux Français que nous accompagnons à l'étranger, un nombre non négligeable d'entre eux enseignent dans les établissements scolaires français à l'étranger. Nous avons nous-mêmes des relations très importantes avec le réseau des écoles et des lycées français à l'étranger. On est le premier financeur des lycées français de l'étranger dans leurs projets immobiliers. Donc le secteur de l'éducation est bien sûr tout à fait important et nous est très cher. Et c'est vrai que bien évidemment, d'abord on a beaucoup de collaborateurs français nous-mêmes à l'étranger. On a près d'une centaine de nos collaborateurs qui sont à l'étranger, qui utilisent les dispositifs à leur disposition pour l'éducation de leurs enfants. Donc ils peuvent rencontrer bien évidemment les difficultés auxquelles Eugénie s'attaque. Votre ADN, c'est vraiment l'ADN de la banque, c'est vraiment l'expatriation. Comment vous les accompagnez finalement, ces Français de l'étranger ? Alors, je pense que ce qu'on a peut-être d'un petit peu particulier quand même, c'est d'une part des équipes de la banque qui sont très attentives à cette population, qui en sont très proches. Hein. On s'attache à garder une très grande proximité. Vous avez évoqué tout à l'heure le pont entre les cultures. C'est vraiment dans notre raison d'être que d'essayer de faire des ponts entre le pays de résidence de nos clients et puis la France. Donc, ce sont des équipes qui sont très expérimentées, très qualifiées pour poursuivre et connaître les problématiques. On a une offre
également de services bancaires, financiers, d'investissement, de financement qui leur est adapté. Et puis, on fait beaucoup d'efforts de communication aussi auprès d'eux. Donc, on produit beaucoup d'articles et de contenu qui est disponible d'ailleurs sur notre site web et sur nos comptes Twitter et LinkedIn qui relèvent qui adressent des problématiques spécifiques aux Français de l'étranger en matière de fiscalité, de financement, d'investissement. Alors, en 2020, vous avez lancé le premier observatoire de l'expatriation en partenariat avec Opinionway, et le baromètre 2021 l'observatoire 2021 vient d'être publié très récemment. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? J'ai cru comprendre que les expatriés étaient plutôt satisfaits en fait de vivre leur expatriation. Oui, bien sûr. C'est quand même le premier enseignement, c'est que malgré une année de pandémie, les Français de l'étranger, qui ont, comme tous les Français, souffert de cette pandémie, beaucoup ont été malades ou ont vécu l'isolement, l'impossibilité de rentrer en France, bien sûr, ils sont quand même majoritairement extrêmement satisfaits de leur vie d'expatriés et continuent de recommander aux Français de métropole de connaître les mêmes expériences. Oui, c'est vrai que ça reste une expérience très positive, même si elle est en très légère diminution par rapport à l'année précédente, qui était la première édition de notre observatoire. Quels sont les grands objectifs que vous poursuivez, Vincent Joulier, avec cet observatoire? Le premier observatoire, le premier objectif que nous poursuivons, c'est déjà de donner la parole aux expatriés à travers l'observatoire. C'est chaque année la possibilité de les interroger pour savoir ce que eux pensent de problématiques qui concernent tous les Français et sur lesquelles ils ont souvent une vision très, très complémentaire et très enrichissante. Donc, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de mieux les connaître. Il est difficile, c'est une population qui est très variée, qui nécessite d'être interrogée pour être mieux connue. On ne peut pas faire des enquêtes INSEE, évidemment, comme on le fait en métropole. Et puis, la troisième, ce qu'on souhaite aussi, c'est pouvoir essayer de tirer des enseignements qui enrichissent la réflexion nationale sur les meilleures façons de faire rayonner la France à l'étranger. Voilà, les Français de l'étranger se présentent très souvent comme des ambassadeurs de la France, et ils le sont. Et donc, ils apportent au débat national sur la meilleure façon pour la France d'être attractive et de promouvoir ses valeurs dans le monde entier. Alors, j'imagine que dans votre travail au quotidien et à la fois aussi dans votre observatoire, l'éducation est un point qui doit revenir très souvent, qui est très clé pour nos expatriés, ceux qui nous écoutent et les autres. Est-ce que ça ressort? Est-ce que c'est une thématique qui revient très fréquemment, j'imagine? C'est une thématique que la plupart des Français, évidemment, qui vivent à l'étranger abordent, puisqu'ils ont des enfants, beaucoup d'entre eux ont des enfants. Les familles, d'ailleurs, sont peut-être parfois plus importantes à l'étranger qu'en France, avec un plus grand nombre d'enfants. Donc, les questions d'éducation, évidemment, sont très importantes, notamment sur le plan budgétaire, et puis sur le plan aussi de l'éducation après le secondaire, donc par exemple la Banque Transatlantique. Alors on l'a fait jusqu'à, disons, l'année dernière avec le Covid, on a arrêté, mais on va reprendre. On est partenaire des lycées français de l'étranger pour récompenser les lauréats mention très bien du bac. Et donc ça nous donne beaucoup d'occasions d'échanger avec les familles. Et on voit aussi que les problématiques de l'enseignement supérieur, par exemple des Français de l'étranger, sont abordées de façon extrêmement différente de ce qu'on connaît en France, avec une utilisation du supérieur, des établissements non français d'enseignement supérieur qui est très très importante. Très bien, merci Vincent Joulier. Je vais vous laisser, je crois que vous avez d'autres obligations, vous n'allez peut-être pas pouvoir rester avec nous. Il y avait une petite question quand même d'un internaute pour la Banque Transatlantique, donc peut-être vous voulez y répondre. Elle vous est adressée d'ailleurs. La barrière des langues constitue, donc c'est Enda qui demande, la barrière des langues constitue un écueil supplémentaire pour l'expatrié. Pourquoi ne pas offrir les moyens logistiques et financiers pour apprendre la langue locale à l'expatrié et à sa famille? Alors, je ne sais pas si c'est le genre de prêt que vous proposez, mais bon, ou de service que vous proposez, mais voilà, une suggestion d'Enda. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, c'est vrai. C'est pas en tant que tel une prestation de la Banque Transatlantique d'apprendre les langues, mais figurez-vous qu'il y a une vingtaine d'années, la banque avait une participation dans une société de formation à l'interculturel, comme on dit,
Bon, c'est une participation que nous avons cédée. Internet a développé depuis évidemment beaucoup de possibilités pour les Français de se former aux cultures et aux langues étrangères. Mais bien sûr, il est tout à fait possible de demander un financement, un prêt personnel pour aller financer des études de cette nature avant le départ ou une fois sur place. Ça peut faire un objet de financement tout à fait accepté, oui, bien sûr. Très bien, merci beaucoup Vincent. Je sais que vous allez devoir certainement y aller. Marilyn Navarro va prendre la suite. Voilà, qui est directrice du développement de la clientèle et des partenariats à la Banque Transatlantique, sera également là évidemment pour continuer le webinaire avec nous et répondre à toutes les questions. Si, chers internautes, vous avez des questions qui peuvent concerner la Banque Transatlantique, encore un grand merci pour votre soutien et puis pour parrainer ce très beau prix du public. Et on va découvrir notre lauréate de cette année, donc Ginny Petitgrou-Lédier, donc qui est orthopédagogue de formation. Je vous laisse donc et je vous retrouverai avec plaisir lors de la remise physique des trophées. À très bientôt. À très bientôt. Et merci à tous les auditeurs. Merci, au revoir. Donc Eugénie, qui est orthopédagogue de formation, fondatrice de la plateforme de téléorthopédagogie, c'est pas très facile à dire, EDEOR. Ça, bien, EDEOR. Comment vous le prononcez, EDEOR? Est-ce que je l'ai bien prononcé? EDEOR, vous le prononcez très bien. Oui, okay, bon. Tout à fait. Et qui est donc notre lauréate 2021 du prix du public des trophées des Français de l'étranger, parrainé par la Banque Transatlantique. Donc encore félicitations Eugénie, et surtout l'idée c'est de mieux vous connaître aujourd'hui et de répondre à toutes les questions des internautes sur cette thématique des difficultés scolaires, de comment aider son enfant, parce que c'est ce que vous faites, son enfant expatrié, parce que c'est ce que vous faites au quotidien avec EDEOR. Alors avant peut-être de rentrer je dirais, dans le vif du sujet des différentes questions que les internautes pourront nous poser. Ce qui m'intéresserait, c'est peut-être en quelques mots, vous nous parliez un petit peu de votre parcours, parce que je crois que vous venez vous-même de l'enseignement, du professorat, et notamment des lycées français. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à créer cette plateforme. Oui, tout à fait. Je peux déjà vous dire que je suis mère de 2 enfants. J'ai une petite fille qui a 2 ans, puis qui s'appelle Naomi, puis une qui a 8 mois, là, qui s'appelle Alissa. Puis, j'ai bien sûr, là, si je mentionnerais que j'ai l'accent québécois, là, ça me l'avait déjà cerné, c'est ça, mais je suis aussi française. Donc, j'ai fait mes études là, au Québec, dans le programme de l'École québécoise, mais j'ai grandi dans un cadre familial là, français avec ma mère et mon frère. Puis, donc, mes études, j'ai toujours voulu être orthopédagogue, depuis que j'ai 10 ans. Là. Donc, j'ai fait des recherches pour savoir quelle formation il fallait faire à l'université. Puis, avec mon amie Marie-Ève Jutras, justement, là, on a découvert que c'était ce que, comme vous disiez, là, par rapport à l'enseignement, c'est la profession à l'université. On fait un bac de 4 ans en enseignement d'adaptation scolaire et sociale, qui tend maintenant là, beaucoup à encourager vers la maîtrise. Mais déjà, le bac a une formation très solide là, qu'on va apprendre des notions didactiques. Il y a des cours, donc une description de cours là, assez détaillée sur tout relié finalement à l'orientation des élèves avec des besoins éducatifs particuliers, puis avec 4 stages, dont un maître de stage et un superviseur de stage. Là. Donc, tout ça, moi, j'ai fait ça au Québec. Puis, j'ai été supervision de Ginette Gagnon, qui m'a quand même appris beaucoup, là, parce qu'elle est très expérimentée là-dedans. Puis, on a vu, là, dès la base, vraiment des notions pour tout ce qui est des troubles, mais aussi les difficultés scolaires. Donc, après ça, moi, je n'ai pas décidé de continuer là, vers la maîtrise parce que j'ai pris un cheminement plutôt, justement, d'expatriation, si on veut. J'ai enseigné après ça, je suis allée en France, en Australie, au Paraguay, puis aux Philippines. Et là, maintenant, je suis au Japon. Donc, je me suis plus ouverte à ce qui se fait finalement dans l'éducation ailleurs. Je pense que par ma culture française, j'ai voulu un petit peu faire rayonner la pratique de l'orthopédagogie dans le système scolaire français. Là. Que, comme vous disiez, là, par rapport à l'enseignement, les écoles françaises, j'ai travaillé avec Jean-Marc Aubry et Cécile Dionne à la création d'un pôle pour les élèves avec des besoins particuliers. On a mis en place là, un local de réussite, des ordinateurs dans l'école, des logiciels d'aide. Donc, on a avancé pas mal là, avec les enseignants aussi, il faut dire. On a un rôle conseil, puis on a avancé pas mal.
Ça, Mais c'était au lycée oui, français à Manille, hein, c'est au ça? lycée français, c'est ça. Mais là, en 2019, moi, c'est ça, j'ai été enceinte. Alors, j'ai décidé de trouver un moyen de continuer de travailler. Je ne voulais pas avoir d'isolement professionnel. Fait que j'ai créé Aider pour continuer de pouvoir être avec mon enfant, mais aussi avoir des élèves. Puis, je me suis dit qu'avec la téléorthopédagogie, finalement, là, ben, c'était une très belle possibilité de pouvoir garder les élèves. Fait que c'est ça. J'ai une amie aussi, Ginette qui m'a dit, ben gars, on va faire le graphisme de la plateforme. Puis non, je suis très chanceuse. On a une petite équipe. Petit à petit, ça se développe. Je dirais que c'est une équipe en or. Comme le nom l'indique. Bah, bravo en tous les cas, Eugénie. Les internautes, posez bien vos questions sur ce thème des difficultés scolaires, comment aider son enfant expatrié. Vous avez peut-être vous-même des enfants qui ont des difficultés, donc c'est le moment, soyez pas timides, hein. Posez bien vos questions. Je vois que Jean-Pierre nous a rejoints depuis la Suède du Nord. Avant de commencer, on va laisser les internautes poser les questions. Moi, j'ai une question, Eugénie, c'est qu'est-ce que c'est un orthopédagogue? Juste si vous pouvez me dire en quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, déjà, justement, ça prend la formation pour être orthopédagogue. Ça prend la formation universitaire de 4 ans, au moins, voire maintenant la maîtrise. Donc, c'est ça déjà la base, je dirais, de ce que c'est qui va être différent du tutorat ou de l'aide aux devoirs, parce que c'est souvent une question qui revient finalement. C'est qu'on va avoir cette formation-là qui est de la base, comme je disais, par rapport orienté aux élèves avec des besoins particuliers. Donc, tout ce qui est appris finalement dans nos stages, puis après avec l'expérience, c'est remis sur le terrain. Donc, c'est une experte, je dirais, par rapport à tout adapter le matériel, mais adapter les processus d'apprentissage. On est tout le temps à l'actualité des recherches, à les vulgariser, tous les rapports aussi pour les enseignants. Donc, c'est une pratique qui va être autour de l'élève. On prend l'élève en globalité pour sa réussite scolaire. Alors, on va chercher des moyens de pallier aux difficultés pour qu'il soit amené à suivre le rythme finalement des apprentissages dans sa classe. Donc, on peut faire autant de la prévention, du dépistage, beaucoup, puis aussi des interventions, de la rééducation, puis des évaluations en continu, parce qu'on va se dire qu'on ne va pas juste évaluer une fois cette journée-là. On veut quelque chose, prendre en compte tout ce qui peut vivre cet enfant-là. Donc, petit à petit, on va aller le réinvestir avec des processus et des techniques spéciales, puis qui vont faire en sorte que l'élève va progresser selon aussi ses intérêts. Je ne sais pas si c'est bien décrit. Hein? Si, c'est très clair. Merci beaucoup. Allez, les internautes, posez vos questions. Allez, on commence à avoir des questions. Flavie demande quelle est la différence entre une orthopédagogue et une orthophoniste ou un orthophoniste? OK, c'est une super bonne question. Oui, tout à fait. Déjà, l'orthopédagogue est du côté de l'éducation. On n'est pas dans le domaine de la santé. Donc, ça, c'est déjà une très grande différence. Puis, on n'est pas obligé d'avoir des élèves qui vont avoir déjà un diagnostic. Au contraire, on a des élèves qui ont des difficultés, en fait, qui peuvent s'avérer être des troubles. Mais avant de dire que c'est des troubles, bon, nous, on va faire justement la collecte des données. On va aller voir, faire des observations. On va aller mettre en place avec les enseignants des stratégies efficaces. Puis s'il y a de la résistance, bon, ben là, on va aller référer justement chez un spécialiste comme l'orthophoniste. Donc, en orthopédagogie, on est le premier palier, je dirais, là, quand l'élève est avec son enseignant, on est le premier là, à aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je dirais que ça serait ça, là, la grosse différence. C'est sûr qu'on peut faire de la rééducation, mais c'est ça, on est beaucoup aussi avec des élèves qui ont des difficultés. Puis ça, je dirais, là, ça, c'est comme ma collègue, là, Nomia, qui me disait, c'est comme une voiture, tu sais. Si vous entendez un petit bruit là, dans votre voiture, est-ce que vous allez attendre d'être en panne sur l'autoroute pour aller voir le garagiste? Ou si vous entendez un petit bruit, vous allez voir le garagiste, vous allez dire, ben là, monsieur, il y a du bruit dans ma voiture, pouvez-vous regarder? Ben, c'est un peu ça, l'orthopédagogue, tu sais. On va être là en prévention, faire des observations. On a un œil affûté sur les détails parce qu'on a toute cette formation-là, cette expertise par rapport aux élèves qui ont des besoins particuliers. Mais on remet quand même toujours en contexte. Ça, je pense que c'est une grosse différence aussi. Alors, on a une question de Martial qui demande
Est-ce que l'orthothérapie s'applique à toutes les matières? Donc, il entend, par exemple, il pense à sa fille, pardon, de 12 ans qui a des problèmes en mathématiques. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est simplement si on est mauvais en français ou si on a des difficultés en maths ou si on a des difficultés je sais pas, pour mémoriser ou non? C'est pour Oui, tous les bien problèmes sûr. d'apprentissage. Ouais. En fait, on est spécialisé sur, je dirais, didactique, tout ce qui est français, maths, hein. Donc lecture, écriture, ça c'est sûr. On va aller voir les sens, bien sûr, des opérations. Oui, les mathématiques, tout à fait. Après, oui, on peut aller aussi voir parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est du cas par cas, hein, c'est très difficile d'expliquer, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que s'il y a des difficultés, par exemple, en lecture, bon, très général, ils vont s'appliquer finalement après dans une situation problème en mathématiques ou en histoire. Il faut comprendre ce qui est écrit. Donc, ce n'est pas nécessairement la notion, mais c'est au travers finalement. Donc, effectivement, on peut être amené après ça à aller travailler au travers de d'autres matières. On accompagne jusqu'au lycée. Alors, ça peut être même en physique. On ne va pas faire un cours de physique. On ne va pas faire de l'aide aux devoirs. Mais on peut être au travers une tâche, une notion de physique, mais faire au travers, là, finalement. Comment, Eugénie, comment est-ce qu'on peut déceler les troubles de l'apprentissage, les difficultés scolaires chez son enfant? Quels sont les signes? Est-ce que ce sont les notes? Est-ce que c'est du comportement? Est-ce que c'est des angoisses? Comment vous arrivez à détecter ça, en fait? Ou comment les parents doivent finalement s'alerter? Ben déjà, les parents, s'ils se posent des questions, je dirais qu'il faut suivre son instinct, là, ça c'est sûr. Il n'y a pas un parent qui connaît mieux son enfant que le parent, là, finalement, fait que ça c'est sûr. Vous pouvez en parler aux enseignants s'ils ont observé la même chose, puis, mais il faut s'écouter en tant que parent, puis aller chercher l'avis d'un professionnel. Donc, en orthopédagogie, bon, ben là, on va émettre des observations, on va faire et puis après, s'il y a à aller référer chez un professionnel, chez un neuropsy, bon, ben, on le fera. Il n'y a pas des signes, je dirais, là, que je peux dire comme ça, mais ce que je peux dire, c'est sûr que les devoirs, par exemple, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Si c'est une situation qui est conflictuelle, ben, c'est sûr que c'est bien peut-être d'aller voir un tiers pour justement dans les devoirs, en fait, on voit beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est là peut-être qu'il n'y a pas la motivation intrinsèque qui est développée, peut-être qu'il y a des stratégies d'évitement qui se sont créées parce qu'il y a des difficultés qui sont en arrière. Donc, c'est souvent un signe, ça, là, si la gestion des devoirs est un conflit. Sinon, c'est sûr que je dirais que ça, c'est du cas par cas, puis que vous pouvez bien sûr là, me contacter, puis ça va me faire plaisir là, de vous écouter. Mais c'est ça, on va prendre l'élève dans sa globalité en orthopédagogie, donc ça peut être très différent selon les contextes. En fait, c'est des difficultés qui peuvent être multifactorielles. Donc, ouais. Et je pense que oui. Est-ce que l'expatriation peut être le déracinement, l'expatriation, par exemple des enfants qui arrivent en expatriation, est-ce que ça peut être un facteur de trouble qui peut conduire à des difficultés? Ben, c'est une influence, ça c'est sûr. Je ne me prononcerai pas en disant que c'est une cause, mais c'est sûr que ça peut, selon comment que l'expatriation est arrivée dans la famille, est-ce qu'il y a une transition, est-ce qu'il y a des angoisses, est-ce que dans la famille, il y a des tensions, est-ce que les enfants étaient très proches des grands-parents, puis là, c'est une grande séparation, est-ce que c'était dans le temps de COVID et du coup, ils n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leurs amis, ben, ils n'ont pas, c'est pas le temps, mais c'est qu'ils n'ont pas pu, donc, c'est sûr que ça, après, quand on connaît le fonctionnement du cerveau, s'il y a des émotions qui sont désagréables, qui sont, bon, ben, c'est sûr que ça peut, après ça, nuire. C'est sûr que l'enfant n'est pas dans des conditions gagnantes, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Allez, on a plein de questions des internautes. Merci les internautes, continuez à bien poser toutes vos questions. Allez, j'ai une question de Cécile qui demande si le parent pense que son enfant a un trouble 10, est-ce que l'orthopédagogue peut confirmer par un diagnostic ou ça peut seulement se faire via un neurologue? Je comprends. Non, nous, on n'émet pas de diagnostic. On est vraiment du côté de l'éducation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire des bilans orthopédagogiques. On fait des interventions, puis on y va par approche systémique. Là. Donc, on regarde justement là, tout
tout ce qui s'est passé là, on retrace là, une anamnèse de l'enfant et qu'on va aller voir, est-ce que les oreilles, ça va bien? Est-ce que la vue, ça va bien? Est-ce qu'il y a eu de l'éveil? Pour voir si c'est des difficultés, en fait, parce qu'il y a quand même vraiment une distinction à faire aussi entre difficultés scolaires puis les troubles d'apprentissage. Est-ce que l'enfant, c'est des difficultés avec des causes là, qui vont être multifactorielles par rapport à, il y a eu peut-être beaucoup de, comment on disait, dans sa vie, peut-être de l'éveil, de la stimulation langagière, ou est-ce que finalement, il y a eu beaucoup d'absentéisme des parents sans leur volonté parce qu'il y a eu, je ne sais pas, de la maladie peut-être, donc, et qui ont pu créer finalement des difficultés, ou alors est-ce que c'est des causes qui sont cognitives finalement par rapport à un trouble et que ça va être permanent. Donc ça, c'est une grosse distinction. Nous, en orthopédagogie, on va mettre en place des stratégies, on va aller voir s'il y a une résistance à tout ce qui est appris ou s'il y a des évolutions justement avec ce qu'on met en place. Peut-être, Jenny, je vois une question de Sophie qui nous dit quelles batteries de tests sont appliquées, donc vous avez commencé à répondre un petit peu. C'est peut-être nous dire un petit peu comment se déroule une première séance, comment voilà, un parent vous contacte avec un enfant, il y a un problème qui semble identifié, comment ça se passe? OK. Ben, c'est sûr que moi, j'écoute. Là, si je prends un exemple, par exemple, la semaine passée, justement, là, un parent qui m'appelle, puis moi, j'écoute la situation, puis ben, là, justement, celle-ci, je pense qu'elle s'est vraiment sentie comprise parce qu'elle s'est même mise à pleurer. Donc, des fois, il y a beaucoup d'émotions, c'est difficile. Et que, moi, j'écoute, puis j'essaie de comprendre les besoins. Puis ensuite, on a mis en place justement une date avec une rencontre. Puis l'enfant a pu rencontrer l'orthopédagogue. Puis j'ai même eu un retour que ça s'est très bien passé, puis qu'ils sont très satisfaits, que on continue. Parce qu'en fait, les parents, je pense que ont besoin de partager. On ne peut pas rester seul avec les difficultés des enfants si on n'est pas dans le domaine. Et même si on l'est, même moi, je suis parent, puis je veux dire, ma fille va à l'école et je suis très contente. Il y a une différence à faire entre l'éducation parentale puis scolaire. Donc, je pense que la première chose, c'est ça, c'est d'appeler. Puis après ça, on met, bon, il y a tout un système après, là, que je pourrais détailler. Effectivement, il y a un contrat, puis mais en général, c'est ça, c'est que je vais écouter s'il y a quelque chose, puis ensuite, moi, je vais référer. Donc, soit moi, je suis encore orthopédagogue et je prends des élèves, mais ça peut être aussi avec des personnes de l'équipe, donc des personnes qui sont choisies là, selon la qualité, l'expertise des personnes. Et puis, si par exemple, c'est un trouble du langage, alors je sais que j'ai une orthopédagogue qui est qualifiée, spécialisée, qui fait des formations professionnelles là-dedans. Si c'est plutôt sur, il y a des Français qui sont, par exemple, dans des écoles américaines, mais qui veulent l'orthopédagogie en anglais. Alors, on fait aussi de l'orthopédagogie comme ça. Même, donc, c'est ça. Je vais faire de la correspondance selon les spécialités, selon les besoins. Moi, j'écoute, là. Ça répond un petit peu à la question de Flavie qui demandait, en fait, si vous travaillez en équipe, en fait. On travaille en équipe, si tout à vous avez fait. besoin vous faites des bilans de psychomotricité, orthophonique, pédiatrique, ou si vous vous associez à une équipe, en fait, par rapport aux différentes compétences. Alors, je travaille avec une orthophoniste qui est spécialisée dans le tout ce qui est multilinguistique, mais elle n'est pas avec moi, avec ADR. Mais on travaille ensemble. Puis j'ai aussi des personnes comme ça de confiance à qui je peux référer. Mais dans l'équipe avec ADR, j'ai des personnes qui sont là, en or, comme je disais vraiment. Donc, je peux les nommer. Hein. Il y a Natacha Lecomte qui est justement spécialisée dans tout ce qui est les fonctions exécutives. Donc, quand j'ai des élèves qui ont un besoin de ça, je sais que je peux la référer. Elle a une maîtrise et puis elle est tout à fait de confiance. Il y a Myriam Gagnon. Alors, j'ai des personnes comme ça qui sont avec moi. On est une petite équipe. Pour l'instant, on est une équipe de qualité, mais on est 5. Puis, je travaille de pair avec, après ça, bien sûr, tout ce qui est d'ergothérapie, c'est très important. Mais on ne fait pas, si on veut, là, des diagnostics. Donc ça, je sais que dans le système scolaire français, c'est très, on m'en parle souvent, des bilans, tout ce qui est très
de santé. Mais en orthopédagogie, on fait pas ce qui est santé finalement. On est du côté de l'éducation. On suit le programme donc de formation d'école québécoise qui en est au Québec et le bulletin officiel. Alors, on suit la progression des apprentissages, puis on va aller avec les élèves voir des méthodes d'apprentissage, des processus d'apprentissage à mettre en place. Avant de dire finalement qu'il y a des troubles, on va voir déjà si, comme je disais tout à l'heure, s'il y a de la résistance ou s'il y a des progrès. On peut mettre aussi en place des outils technologiques, donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire. J'utilise par exemple Lexibar. Alors, on pallie avant de dire qu'il y a un trouble. On est quand même beaucoup avec des élèves qui ont des difficultés sans avoir de diagnostic. Puis ensuite, s'il y a une résistance, là, on va aller référer. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci. On va continuer avec les questions. Les internautes, n'hésitez pas. Hein. Vous avez le petit onglet en bas à droite, posez une nouvelle question. Je vous rappelle qu'on a encore à peu près 25 minutes ensemble. Donc, posez bien toutes vos questions à Eugénie et à Marilyn si vous avez des questions autres. Et bien entendu, ce webinaire sera disponible en replay si vous ne pouvez pas assister à la fin ou si vous avez raté le début ou si vous voulez également le faire connaître à certains de vos connaissances et de vos amis. On a une question de Valérie qui demande comment procédez-vous dans le contexte de la Covid? Organisez-vous des rencontres online? Alors, je pense que justement, n'est-ce pas une difficulté nouvelle? Non, je pense que c'est plutôt une opportunité pour vous parce que finalement, ça a dû créer à la fois du besoin et à la fois l'outil permet de faire de la téléconsultation. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Ben oui, non, c'est une bonne question. C'est qu'en fait, moi, en 2018, quand j'ai créé ADA, 2018, puis j'ai plus 2019, mais quand j'ai créé, c'était déjà en ligne. En fait, c'était l'idée. Alors, c'est pour ça que mes amis me disaient déjà, mais comment tu fais? Puis, je disais, ben justement, moi, ça me faisait repenser ma pratique. Donc, oui, c'était une nouvelle difficulté, mais c'était en 2018 et j'ai eu le temps de repenser ma pratique, donc organiser, planifier, mes outils aussi qui changent, d'utiliser une caméra pour faire un partage. Donc, j'ai repensé à tout ça. Je n'étais pas dans le moment en survie comme ce qui s'est passé avec COVID. Je disais qu'il y avait bien sûr de la résistance aussi de la part des parents à ce moment-là parce que c'est spécial, mais en fait, les parents qui étaient ouverts voyaient les retombées qui étaient très positives. Moins de fatigue de transport, surtout quand on est dans des situations avec beaucoup de trafic ou alors des déplacements. Quand je suis beaucoup avec des élèves qui sont expatriés, ben alors on peut continuer même s'il y a des déménagements. Donc, il y avait beaucoup de bénéfices. Puis, effectivement, là, avec COVID, ben, il y a eu comme un essor. Là, il y a eu finalement de l'arrivée de la téléorthopédagogie qui s'est vue naître. Donc, alors qu'avant, on n'entendait pas ça. Et même moi, je disais que c'était de l'orthopédagogie en ligne. Je n'avais pas pensé à ce terme-là, mais qui s'est créé finalement. Puis, qui m'a amené à faire effectivement beaucoup de formations en téléorthopédagogie. En mars dernier, j'étais très appelée à faire ça. Je fais encore maintenant avec l'ADOC, l'Association des orthopédagogues. Avec supervision, là, avec Magali Rivet, on fait des groupes de co-développement en téléorthopédagogie. Donc, c'est des orthopédagogues qui veulent se former à ça. Puis, moi, ça m'intéresse énormément. Je trouve qu'il y a une infinie de possibilités avec tous les outils technologiques. Alors, on utilise différents logiciels, différentes plateformes pour faire créer du nouveau matériel interactif. Donc, justement, les enfants sont super intéressés parce que ça rejoint leur intérêt. Là. Donc, je dirais que c'est une difficulté, oui et non. Une fois qu'on s'y est mis, si on a un intérêt, je dirais que c'est finalement un plus, là, vraiment. Alors justement, on a une question qui va un petit peu dans ce sens de Enda, qui demande: est-il possible de programmer des webinaires à distance d'orthopédagogie pour les enseignants et les parents des écoles françaises en Tunisie? Alors j'imagine que oui, justement. Oui, tout l'avantage. Tout à fait. Oui. C'est exactement c'est ça. Parce qu'en fait, on s'arrange avec le fuseau horaire et tout est possible n'importe où. Alors ça, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Moi, c'était un peu aussi le but là, avec ADAO de faire rayonner la pratique de l'orthopédagogie. Alors, je disais dans le système scolaire français, mais finalement, c'est dans le système scolaire français des écoles à l'étranger parce que c'est ça, on peut être de partout. Alors moi, pour l'instant, c'est beaucoup les parents qui me contactent, mais effectivement, ça, c'est une volonté de pouvoir travailler avec les écoles. Alors, avant, pour tout vous dire, avant, j'aurais donc aimé faire amener des orthopédagogues dans les écoles françaises
mais je me suis dit, on ne peut pas parce que je ne peux pas donner un visa de travail à ces personnes-là. Alors, avec l'orthopédagogie, la télé-orthopédagogie, en fait, si on peut travailler, si EDA peut être avec les écoles comme ça, ben, c'est fabuleux parce qu'on a besoin de travailler avec les enseignants. Donc, la plupart des parents me donnent l'accès à pouvoir communiquer avec les enseignants. Mais c'est toujours si le parent veut, bien sûr, puis c'est si on est en communication. Mais là, si ça vient de la part des écoles, c'est bénéfique pour l'enfant parce qu'on a besoin d'être en collaboration, de travailler comme ça ensemble là, pour le bon progrès de l'élève. Alors justement, on a une question de Catherine qui demande, est-ce que les enseignants des lycées français vous acceptent facilement dans leur classe? Autrement dit, est-ce que l'école est assez ouverte à cette pratique ou c'est encore un petit peu nouveau, ils sont un petit peu frileux? C'est une belle question. Je dirais que ça dépend, ça aussi, hein, c'est tellement du cas par cas, l'orthopédagogie, autant avec les enfants qu'avec les enseignants. Donc, je dirais que ça dépend déjà de la vision de l'école, vraiment. Puis de comment ça va être amené, bien sûr, donc de cette équipe pédagogique-là. Puis, alors nous, on a eu des super belles expériences au lycée Français de Mané, avec des belles rencontres, des belles avancées vraiment, là. Et puis, je pense que ça dépend aussi de comment c'est amené par le professeur de l'école, finalement. Ça, c'est très important, je pense. Donc, oui, j'ai eu des expériences très positives pour répondre à la question, que les enseignants étaient très ouverts, finalement, à avoir, parce qu'on a un rôle conseil en orthopédagogie, donc on n'est pas conseiller pédagogique, hein, ça existe aussi, cette profession-là, mais on a quand même on va, par exemple, aider sur la compréhension d'un rapport en neuropsy, ou alors on va amener des nouvelles techniques, donc tout expliquer comment se passe l'explication, l'enseignement explicite, par exemple. Donc, on va aller, oui, dans les classes, ça peut être auprès de l'enfant, mais ça peut être aussi pour toute la classe, finalement, pour mettre en place des nouvelles stratégies, pour aussi démystifier, dédramatiser, si on veut, sur l'utilisation d'un ordinateur pour un élève dans la classe. Donc, oui, ça existe vraiment, des enseignants qui sont ouverts à avoir les conseils de l'orthopédagogue, finalement, puis de travailler ensemble, vraiment. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Une petite question de Stéphanie qui demande que faire pour les troubles de l'abstraction. Est-ce que c'est un des troubles sur lesquels vous pouvez travailler et aider? Ben là, je dirais que ça aussi, c'est vraiment du cas par cas. Donc, ce serait des activités qu'on ferait, mais ça, je vous invite peut-être à me contacter là, directement. Là, puis parce que là, c'est un petit peu spécifique à dire. Si ça fait partie, là, je dirais, ouais, tout ce qui est par rapport là, aux fonctions exécutives, on travaille ça au travers des apprentissages. Alors, bien sûr, il y a différentes activités qu'on peut faire. On peut utiliser aussi des jeux. Puis après, nous, avec nos processus, on va aller faire de la métacognition, on va aller faire du transfert quand on est dans notre phase 3. Puis donc, c'est quelque chose qu'on va aller, bien sûr, là, travailler. C'est ça. Donc, ouais. J'ai mis le lien dans la réponse, là, dans le chat. Vous l'avez tous vu, sans doute, Aideor, aideor.com. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à aller voir le site d'Eugénie. On a une question de Cécile qui demande quelle est la différence avec le soutien scolaire. Alors, j'imagine que c'est dans faites pas les devoirs. C'est ça, mais ça ne me dérange pas du tout de répéter. C'est un petit peu ce que je disais par rapport à. C'est vraiment important de toute façon. Alors, ça me fait plaisir. C'est très différent, c'est ça, du tutorat, du soutien scolaire, la récupération scolaire, des fois, on entend. Bon, parce qu'on a cette formation-là universitaire qui a des bases de théorie, des bases didactiques de comment intervenir toujours en relation avec ces élèves-là qui ont des difficultés ou qui ont des troubles. Donc, on a un œil qui est assez affûté, si on veut, sur les observations. On va aller déterminer on va voir les besoins, là, on va aller mettre des stratégies efficaces selon ça. Donc, on a, je pense, une expérience, des expertises. On va aller voir est-ce que toutes ces fonctions exécutives fonctionnent quand ils sont au travers des apprentissages. Donc, je pense qu'on va peut-être un petit peu plus loin. On va creuser aussi un peu plus loin s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va remonter. C'est pour ça que des fois, il faut déconstruire, reconstruire, je dirais, là. Très bien. Allez, les internautes, continuez à poser vos questions. Il nous reste une grosse quinzaine de minutes. Donc, vous avez la chance d'avoir Eugénie avec nous aujourd'hui. Donc, c'est le moment c'est une experte. C'est le moment de lui poser toutes les questions qui peuvent
vous concernez autour des difficultés scolaires de vos enfants pardon, et de comment les aider. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que, vu que vous travaillez en visio, vous travaillez à distance, est-ce que les enfants arrivent à rester bien concentrés tout le long de la séance? Est-ce que finalement, le fait de le faire en visio, ça change? Bon, là, on est très concentrés, hein, ceci étant, mais est-ce que ça permet de garder leur attention? Je dirais que ça, c'est la question que les parents posent. Donc, c'est vraiment très bonne idée de la poser. Alors, moi, ce que je réponds à ça quand les parents aussi me posent la question, je dis, ben, en fait, c'est que justement, avec notre expertise, on le voit, on prévient avant que l'enfant se démotive, puis en bon québécois, se tanne, en fait. Donc, on va faire des activités qui sont dynamiques, on va faire des activités qui va avoir du visuel, il va avoir, là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mon time timer en arrière, on va mettre du visuel sur le temps qui reste, on va faire des activités qui sont interactives, donc on fait participer l'enfant, puis non, les enfants ne décrochent pas, en fait, parce qu'on les interagit. En fait, on est en 1 aussi, hein, l'orthopédagogie, comme ça. Alors, dans les écoles, ça peut être en petits groupes. Hein. Dans les écoles, il y a le modèle RAI, la réponse à l'intervention, donc qui va être en contexte de classe au début, puis ensuite, on va aller faire des méthodes plus intensives, puis ensuite des spécialisés. Alors, spécialisés qui vont être en 1, mais avant, il y a des petits sous-groupes. En orthopédagogie, comme on fait avec ADA, c'est toujours en individuel. Alors, c'est sûr qu'on est toujours en train de stimuler l'élève. Donc, ça se passe très bien, là. Alors, Valérie a une question. Elle demande, est-ce que le soutien que vous apportez peut-il s'adresser à des enfants plus âgés, des bacheliers, des étudiants de 18-20 ans, ou c'est plutôt des plus jeunes? On a, oui, effectivement. Je dirais que c'est entre 6 et 20-21 ans. Ouais. L'orthopédagogie est nouvellement intégrée à l'université, en fait, oui. Il y a donc, ça y va jusqu'à là, parce qu'en fait, quelqu'un qui a un trouble, par exemple, de dyslexie, va le garder toute sa vie, et puis ça se peut qu'il ait encore besoin d'un soutien dans des cours à l'université, tout ce qui est aussi d'avoir de la prise de notes, d'avoir des stratégies encore pour ça, des rappels, d'avoir de l'aide. Oui, bien sûr, tout ce qui est de planifier, les échéanciers. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait là, aussi jusqu'à la compréhension des consignes, l'organisation des idées dans le texte. Donc, ça, c'est souvent là, pour les plus grands, on en fait. Oui, bien sûr. Et est-ce que, par exemple, des enfants qui se préparent aujourd'hui, qui préparent un examen, qui préparent le bac, le grand oral, est-ce que vous leur apportez une aide ou est-ce que finalement, ce n'est pas des gens qui ont un trouble, c'est des gens qui ont juste un examen à passer? Est-ce que c'est la même chose? Alors, je dirais que dans l'équipe, il y a une enseignante de français avec nous, avec ADA, qui s'appelle Olivia Delobel, qui fait justement de l'accompagnement pour les élèves qui ont besoin de réussite encore. Hein? Nous, c'est ce qu'on veut avec ADA de toute façon, c'est de l'aide en orthopédagogie, mais de l'aide pour la réussite scolaire. Donc, il peut y avoir des élèves qui ont des difficultés, qui vont être de l'ordre de l'orthopédagogie, mais aussi en complément d'avoir les deux, de l'enseignement en français, comme vous dites, pour le bac puis le brevet, parce que c'est des notions qui sont très spécialisées. Par exemple, là, en littérature, l'oral, c'est des préparations qui ne sont pas du cadre de l'orthopédagogie, là, si on est dans des notions. Alors ça, j'ai intégré quelqu'un comme ça dans l'équipe qui est complémentaire. Alors, les élèves vont avoir les deux, et puis ça permet vraiment des situations justement de réussite, puis c'est ce qu'on veut, là, on veut le diplôme, là, ouais. Marilyn, est-ce que vous avez, on se tutoie, hein, est-ce que tu as une question peut-être pour Eugénie? C'est quand même assez passionnant ce qu'elle nous raconte aujourd'hui. Oui, une question très orientée sur votre métier aujourd'hui. En fait, on a tous été des parents en charge également de la partie on va dire, école à la maison en plein télétravail. Donc, on a aussi eu le temps de voir nos enfants apprendre, se concentrer ou autre. Quel serait le critère sur lequel vous vous dites qu'en tant que parent, on devrait vous appeler? Un critère, parce que la concentration chez soi, c'est un peu compliqué pour des enfants parce que ce n'est pas leur contexte habituel. Donc, quel critère
pour vous contacter? Je dirais tous les signes, comme on disait tout à l'heure, s'il y a des signes que les parents pensent, des signes précurseurs, des signes qu'on ne met pas nécessairement le doigt dessus, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être là, différent, qu'on voudrait aller voir, d'aller chercher l'avis d'un professionnel, je dirais oui, de me contacter. Moi, je vais écouter le besoin, puis je vais pouvoir référer justement vers le bon, si c'est de l'orthopédagogie, vers l'orthophoniste, si c'est le cas. Mais déjà ça, moi je dirais les signes quand il y a quelque chose. Donc oui, quand vous parlez de concentration, bien sûr, j'ai justement écrit un article là, sur ça. Là, donc, quand on est à la maison, est-ce que le contexte est gagnant-gagnant ou est-ce qu'il est dans sa chambre, l'enfant? Est-ce qu'il est dans le salon puis qu'il y a des stimuli externes? Est-ce que, donc, bien sûr, il y a l'attention. On le voit aussi au travers de jeux. Si vous, en tant que parent, vous faites des jeux avec vos enfants, puis le tour, c'est difficile. Bon, si vous sentez aussi des signes par rapport à la lecture, un manque d'intérêt, je dirais oui, de me contacter, bien sûr, oui. Et est-ce que le fait de... Parce que là, avec les confinements, beaucoup de parents ont dû se retrouver à faire l'école à la maison. Est-ce que justement, ça a changé les choses? Est-ce qu'il y a des conseils? On espère qu'on va pas retourner à ça, mais est-ce qu'il y a des conseils pour les parents ou est-ce que ça a créé plus de troubles, justement? Je pense que c'est vrai qu'il y a une gestion, en fait, qui s'est ajoutée pour les parents parce qu'en fait, avant, ils pouvaient compter sur finalement l'école, toute la routine de la journée. Et là, il a fallu intégrer une structure. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec certains parents, d'intégrer, oui, une structure temporelle de la journée, des renforcements aussi, renforcements positifs pour que la journée se passe mieux. Il y a beaucoup d'accompagnement sur le développement de l'autonomie, sur aussi comment organiser ses documents sur l'ordinateur. Justement, par exemple, c'est un côté très positif pour les enfants qui ont l'utilisation de l'ordinateur. Donc, de mettre là, un logiciel d'aide en lecture-écriture, par exemple, Lexibar. Et là, ben, étant donné qu'ils sont à la maison et que c'est sur l'ordinateur, alors il y a eu beaucoup plus d'accès à ça. Moi, je suis beaucoup en lien là, avec Lexibar. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place, oui, effectivement, qui ont pu aider dans ce contexte-là qui a été peut-être difficile au début et qui finalement, pour certains, il y a vraiment des bénéfices aussi. Hein. Et on accompagne les élèves qui ont un spectre de l'autisme, ben, c'est sûr qu'il y a des retombées très positives là, de ce moyen d'école-là. Allez, on va prendre les dernières questions là. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste une dizaine de minutes. Merci encore à tous pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Eugénie va y répondre. Pardon? Hervé, j'avais une deuxième question. C'est par rapport au parcours. Allez, on t'écoute, bien sûr, avec plaisir. Par rapport à votre parcours, Eugénie, en fait, donc, d'après vous, votre côté entrepreneuse aujourd'hui, c'est plutôt votre côté français ou votre côté québécois? C'est quelle formation en fait qui vous a plutôt… Je dirais que c'est un mélange parce que j'ai grandi au Québec, donc c'est sûr que j'ai la formation scolaire, puis qui m'a amené à vouloir faire aussi de l'orthopédagogie. Et puis, c'est une formation qui se donne au Québec, hein, l'orthopédagogie qui est née au Québec dans les années 60. Bon, mais je dirais que j'ai aussi un côté français. Donc, mon grand-père était entrepreneur qui a parti les usines Lédier, qui s'est associé avec M. Hémin, qui ont fait les papeteries et cartonneries. Donc, c'est sûr qu'il y a un côté français de moi, là, génétiquement, ça, c'est sûr. Je pense, Super. On a une question de Catherine qui demande, est-ce que vous intervenez aussi sur l'adaptation plus psychologique à la vie d'élèves expatriés, en gros à l'expatriation, c'est s'adapter à un nouveau rythme, à une nouvelle culture, à un pays différent de la France. Est-ce que ça, c'est des choses ou c'est plus des choses que vous prenez en compte en fait? Bien sûr, on les prend en compte, puis bien sûr aussi, c'est la spécialité d'EDR. Finalement, c'est ce que j'ai voulu aussi aller mettre donc de l'orthopédagogie avec ces élèves-là, parce que moi, j'habite aussi à l'étranger, puis je connais finalement l'expatriation depuis déjà bientôt 10 ans, là, depuis 9 ans. Donc, c'est sûr que je comprends, puis que j'ai été aussi dans les écoles françaises à l'étranger, donc je vois vraiment ce qui se fait, ce qui peut se faire vivre. Nous, on est dans un contexte multilinguistique aussi dans ma famille, là, ensemble, avec mon conjoint, on parle en anglais, mon conjoint est japonais, parle en japonais dans la famille. Donc, je vois ce que c'est aussi l'expatriation avec les langues. Donc, effectivement, on le prend en compte, mais aussi dans les séances d'orthopédagogie, c'est sûr qu'on va un peu le travailler, si on veut, dans le sens où
on a la formation de l'orthopédagogie avec les connaissances du programme finalement français, là, le bulletin officiel. Ouais, donc, on va aller se rapprocher de ce qui se fait dans l'école française. D'accord. Depuis que vous avez démarré avec EDEOR, ça fait déjà quelques temps et puis même auparavant avec votre expérience, quel retour vous avez des enfants et des parents que vous avez accompagnés? C'est des bons retours, c'est sûr. Je dirais d'aller voir les témoignages, si vous voulez, sur le site internet d'EDEOR, www.edor.com. Puis d'aller déjà le prix public. Je dirais que c'est un beau témoin qu'à EDEOR, les gens peuvent avoir confiance. On est vraiment une équipe, là, je dirais, de qualité, experte dans le domaine d'expérience avec la télé-orthopédagogie pour les expatriés, selon là, ma collègue orthopédagogue, justement, là, qui disait là, le EX au cube. Donc, je dirais que c'est vraiment d'aller voir un petit peu sur le site, peut-être justement, ouais, les témoignages. Puis, c'est des bons retours. Les parents sont super contents. Les enfants progressent. Puis, j'ai aussi quelques élèves qui ont écrit. Je pense que aussi ça se fait pour l'instant très par bouche à oreille. Là. Moi, j'ai pas, on est très petits là, EDEOR, alors il n'y a pas nécessairement eu de campagne. Et puis, les élèves, ben, c'est ça, c'est les parents qui se déplacent d'un pays à un autre en expatriation qui en parlent. Alors, tant mieux. Je suis très contente de ça. Allez, on aborde vraiment les toutes dernières questions. On a une question d'Eva, en fait, qui dit qu'elle recherche de l'information sur les troubles d'apprentissage liés à la surexposition aux écrans dès la maternelle. Est-ce que c'est des points que vous voyez d'ailleurs dans vos consultations? Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des fois des surexpositions. Donc, c'est bien des fois de mettre un système à la maison, mais en même temps, je dirais que c'est toute une éducation par rapport à l'écran. Est-ce que c'est de l'occupationnel ou est-ce qu'il y a vraiment un objectif, finalement, quand on utilise l'écran? Alors, quand c'est, par exemple, comme là, quand on fait de la téléorthopédagogie, oui, on est par rapport à un écran, on utilise les biais des outils technologiques, mais il y a un objectif en arrière. Donc, on n'est pas en train de faire des jeux vidéo, par exemple, on a quand même vraiment une stimulation qui se fait intellectuellement, cognitivement. Donc, je dirais que oui, à la maison, c'est très important de mettre un système, une limite finalement à l'utilisation de l'écran, mais il y a aussi une éducation à qu'est-ce que j'en fais de l'écran. Bien sûr, parfait. On va arriver au terme de ce webinaire. Encore quelques petits mots. Moi, j'avais une petite question, puisque donc on vous remet le prix parrainé par la Banque Transatlantique, donc le prix du public cette année pour ces trophées des Français de l'étranger 2021. Je voulais savoir ce que représentait pour vous cette réussite. J'espère que ça vous apportera beaucoup de visibilité, puisque vous l'avez dit, EDEOR et au démarrage à l'année, enfin pas la naissance, ça commence, c'est bien parti, donc ça va. J'espère que ça aidera à grandir. Si vous voulez peut-être nous dire quelques mots sur ce prix. Bien sûr, ben déjà, je dirais que c'est être la lauréate du prix public des trophées des Français à l'étranger, c'est vraiment une belle reconnaissance des bienfaits de l'orthopédagogie. C'est comme ça que je le vois. Puis l'atteinte finalement de ma volonté là, de faire rayonner l'orthopédagogie à l'étranger finalement. J'y crois. Moi, je me suis toujours dit que si les élèves pouvaient progresser autant au Québec, donner l'égalité, l'équité des chances comme ça aux élèves. C'est ce qu'on veut hein, quand on fait de l'orthopédagogie. Ben, je me suis toujours dit j'aimerais l'implanter aussi en France, dans le système scolaire français. Donc, je trouve que oui, c'est une aide en or, l'orthopédagogie. Puis, on veut développer le plein potentiel des élèves. Et puis, tant mieux si, avec le prix public, ça témoigne de ça. Puis, effectivement, si ça peut se faire connaître, je pense qu'il y a beaucoup de parents, en fait, qui sont à la recherche d'une ressource comme ça, puis qui ne sont pas au courant que ça existe. Alors, c'est pour ça que c'est parfait s'ils peuvent avoir l'information qu'on est là pour ça. On est là. Merci beaucoup, Eugénie. Marilyn, peut-être un petit mot de la part de vous, la Banque Transatlantique, puisque vous parrainez ce prix du public et que vous avez une lauréate exceptionnelle cette année encore. Non, mais c'est toujours une très grande fierté d'être associé en fait au trophée. C'est vrai que lors du moment des trophées des Français de l'étranger, voilà, là c'est mieux, tu vas me dire. C'est mieux, c'est parfait. Non, j'étais en train de vous dire qu'en fait, on est toujours ravis d'être associés. Nous, c'est même à titre personnel,
une chance de pouvoir écouter des parcours comme ça, de vous sentir investi, parce que Génie, vous représentez à la fois pour moi le côté entrepreneur, une famille internationale, rien ne vous arrête, et encore moins vos projets, et surtout vis-à-vis des familles aujourd'hui ou à l'étranger, c'est pas simple d'avoir été configuré dans des pays, de ne pas avoir bougé et autres. Je pense que les parents se sentent encore plus concernés par la situation de leurs enfants, et que vous êtes effectivement, vous portez un sujet très important de bien-être de l'enfant et de l'aider en fait à lui donner le plus de chances possible. Donc ravi pour ce trophée. On n'a pas voté, mais on est ravis. Bien entendu. Il y a eu j'ai plus en tête, mais il y a eu de très nombreux votants. Je crois que c'est plusieurs milliers qui ont voté. En général, il y avait une dizaine de finalistes et c'est Eugénie qui l'a emporté. Et bravo encore Eugénie. Encore merci Eugénie, merci Marilyn. Moi, je vais reprendre les mots d'Eva là, qui commente dans le chat et qui dit un vrai rayon de soleil, ce webinaire. Un vrai rayon de soleil, Eugénie. Merci beaucoup. Encore bravo pour ce prix. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, ce premier webinaire sur les trophées des Français de l'étranger. Les autres lauréats seront amenés également à parler sur leur thématique dans les prochaines semaines. Donc, on vous conviera évidemment sur lepetitjournal.com. Vous pourrez revoir cette vidéo en replay ou si vous n'avez pas raté le début ou une partie, ou si vous voulez la recommander à vos amis, n'hésitez pas. Vous allez recevoir un mail dans quelques instants. Et il y aura également un article dans lepetitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo aussi YouTube. Donc, n'hésitez pas à la partager, à la regarder. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en Asie, une bonne journée pour ceux qui sont sur le continent américain. Et puis, je vous dis surtout à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.